Les autorités polonaises ont confirmé que c'est un missile lancé depuis un chasseur polonais et non pas un drone qui a endommagé une maison d'habitation dans le village de Wyriki dans la nuit du 10 septembre. Tout indique que c'était un missile lancé par notre avion pour protéger la Pologne, notre patrie et ses citoyens. Protéger la Pologne de qui? Les militaires ont déclaré qu'ils couvriraient ces pertes. Mais selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, c'est toujours la faute de la Russie. Regardez ces images tout à fait surprenantes de Vladimir Poutine qui est apparu cette fois en treillis militaire. Ouais, mais je pense qu'on a le résultat justement de notre côté erratique, nos hésitations, nos gesticulations, où une fenêtre d'opportunité qui était déjà bien ouverte s'agrandit et avec ces sbires, ils décident, on y va et je vais revêtir l'uniforme militaire histoire de leur montrer qui c'est le patron. Il y a une jubilation. Si c'était aux États-Unis, jamais les Américains n'auraient été aussi mous dans la réaction. Il y aurait eu un feu d'artifice. Oui. Il y aurait eu une réaction très il y aurait eu un prix. Non, mais j'y réfléchis à cette question. C'est-à-dire que vous dites aux Russes, écoutez, c'est très simple, pour chaque drone que vous faites rentrer dans notre espace aérien, c'est $1 milliard de dommages de votre côté. Et s'ils disaient qu'ils ne payent pas, vous allez faire quoi? Vladimir Poutine s'habille en tenue militaire pour assister à un entraînement militaire et l'Occident s'énerve. Attendez, j'ai peut-être l'impression que vous n'avez pas bien entendu. Je répète, parce que si vous n'êtes pas choqué, c'est qu'il y a un problème. Vladimir Poutine s'habille en treillis militaire, il s'habille en tenue militaire pour assister à un entraînement militaire et l'Occident se fâche. Je demande, si ça ce n'est pas déjà le niveau max du harcèlement, c'est quoi? Jusqu'à ils ont titré Zapad, Vladimir Poutine en treillis pour des exercices militaires. Quel message pour l'Europe? Ça vous concerne? Donc, il s'habille en tenue militaire pour un exercice militaire russe. Et vous parlez de message pour l'Europe. Dans tout ce que la Russie fait, un message qu'on adresse à l'Europe ou à l'Occident. Mais ça, c'est pas déjà l'exagération quand même. Man! Ha! Non, je suis dépassé. Du côté russe, il y a un enjeu de sécurité de tout le continent. Regardez ces images tout à fait surprenantes de Vladimir Poutine qui est apparu cette fois en treillis militaire. En quoi c'est surprenant que Vladimir Poutine apparaisse en treillis militaire? Ce n'est pas surprenant du tout. Depuis le début de la présidence de Vladimir Poutine, Poutine a une image militaire. Il a une image de chef militaire. D'ailleurs, quand on le voit, on sait que c'est un ancien militaire. Et même dans sa présentation, dans sa communication, on parle d'un gars qui monte à cheval, qui fait des plongées en mer. Il a en mission avec les forces spéciales. Un gars qui monte sur nous, ces gens passent. La tenue militaire n'est donc pas un événement. On l'a déjà vu à maintes reprises en tenue militaire. C'est simplement l'habit qu'il faut pour le moment. C'est tout et il l'a toujours fait. Lors des exercices comme Zapad, c'est logique de se montrer en uniforme militaire. Il est en train de superviser des manœuvres stratégiques militaires, non? Donc il doit être affiché, donner l'image dans la continuité de son rôle de commandant en chef des armées de Russie. C'est un peu comme si l'on se plaint que X général, genre le ministre de la Défense a un treillis militaire. Ou on se plaint qu'un général, pour des entraînements militaires, est en tenue militaire. Ça n'a aucun sens. Poutine, c'est le chef des armées. Ha! En fait, l'Occident interprète chaque geste de Poutine comme étant un signal stratégique, un message pour l'Europe. Mais ça vient même de quoi? Si ce n'est pas la peur et la terreur, je ne vais même pas dire la peur, je vais dire la terreur et la méfiance historique. Ça vient de quoi? Donc, vraiment, dans leur tête, c'est que tout geste de Poutine, tout geste de la Russie est une provocation. C'est toujours parce qu'ils savaient à quel point ils sont petits. Parce que oui, factuellement, la Russie est égale dans la tête du bloc occidental comme étant une grande puissance militaire, potentiellement agressive. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Ils l'ont tellement présenté comme ça que n'importe quel geste de la Russie s'est vu comme une agression. En quoi c'est un message? Ça ne concerne même pas l'Europe. Ah! En fait, vous vous rendez compte qu'il y a une réelle culture médiatique du sabotage de la Russie. Parce que pour eux, le président russe en uniforme égale menace militaire imminente. Jusqu'à ça fait les vues. Jusqu'à il y a les gens qui like ça. Mais en fait, on constate une réelle obsession pour la Russie de ces gens. Tout ce qui touche au Kremlin est scruté comme étant un acte de communication militaire ou diplomatique. Tout. Bientôt, Poutine attrape une grippe, il se mouche, message du Kremlin envers l'Occident. Poutine en uniforme, c'est quelque chose de si banal. Mais regardez comment c'est amplifié par leurs médias. Parce qu'ils sont tout le temps en train de chercher le moindre petit scénario anxiogène pour créer le stress auprès de leurs viewers. On va les analyser, on va comprendre avec beaucoup d'autres images aussi de terrain comment il est en train de donner à cet exercice Zapad de toute son ampleur, à la fois sur mer, dans les airs et sur terre. Écoutez-le d'abord. Camarades,
Aujourd'hui, nous menons la dernière partie de l'exercice stratégique Zapad 2025. L'objectif de cet exercice est de mettre en place tous les éléments nécessaires à la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale afin de défendre la Russie contre toute agression. L'événement se déroule sur 41 zones. 100 000 militaires y participent. Environ 10 000 systèmes d'armement et d'équipement seront utilisés. Waouh, non, c'est impressionnant. Voilà, cette première déclaration de Vladimir Poutine. On est en direct à Moscou avec vous, Jérôme Garraud. Merci beaucoup d'être là. On va retrouver dans un instant cette mise en scène, camarade, dit-il. Alors, il emploie parfois le mot, parfois le nom, comme ça se faisait au temps de l'Union soviétique. Oui. Oui, non, mais il a encore quelques restes. Puis c'est quelque chose qui est quand même passé dans la pratique courante. Oui, moi je me souviens de l'avoir entendu déjà. Ouais. Les chiffres qu'il donne, quand il donne 10 000 systèmes d'armement, 100 000 militaires, est-ce qu'ils sont crédibles d'abord ? Oui. Alors 100 000, alors ça dépend ce qu'on entend. C'est tout le monde qui passe. Alors il implique toutes les forces armées parce que ce n'est pas qu'en Biélorussie, c'est aussi dans le nord. Il y a Kaliningrad. Alors s'il implique toutes les forces de Kaliningrad, ça fait déjà beaucoup. Oui, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin. Pourquoi tu dis oui après tu dis maintenant oui c'est un petit peu exagéré? Oui, vu que c'est le chiffre qu'il a donné. On est en train de parler des entraînements là. Il mentirait pourquoi? On est en train de parler des entraînements, on n'est pas en train de parler d'un déploiement réel de militaires sur un sol. Ce sont des entraînements. S'ils disent qu'ils sont en train de mobiliser un entraînement pour 10 000 militaires, c'est jouable. S'ils disent qu'ils sont en train de mobiliser un entraînement pour tel nombre de militaires, c'est jouable. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est sûr, c'est que si l'information n'était pas avérée, étant donné qu'il y avait les observateurs américains et d'autres, il y avait aussi les Turcs, je pense que l'information aurait été débunk rapidement. Donc, oui et non. On ne sait pas pourquoi, oui et non. Le journaliste a peut-être été clair dans la question. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Soit c'est oui, soit c'est non. La question, elle est totale, elle n'est pas partielle. Ça dépend comment il compte. Mais encore une fois, tout ça, c'est une démonstration de force. Ouais. C'est un spectacle diplomatique, c'est un peu un spectacle, c'est un peu un entraînement militaire, mais c'est pas le plus important. Ouais. Il y a un côté spectacle, vous avez vu, on va voir d'autres images. Il passe en revue les armes, il met ses lunettes militaires, il fait mine de tirer. Aussi, on montre tout ce qu'on peut montrer, même si ça n'a aucun rapport avec l'exercice. Vous êtes avec nous, donc Jérôme Garraud. Est-ce qu'à la télévision russe, la radio russe, est-ce que ça a beaucoup d'écho? Ah oui, je ne sais pas comment vous avez deviné, Darius. Bonsoir à tous. Mais c'était effectivement... Ce n'était pas très difficile à deviner, étant donné que c'était un grand exercice militaire avec des pays voisins. Bien évidemment que ça aura des échos à la télévision et à la radio. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. C'est simplement le bon sens. On est en train de parler d'un grand exercice militaire. Là... ils vont surexagérer le truc. Ouais, il fallait absolument que la Russie en profite pour faire sa propagande. Mais c'est normal. Ce genre d'exercice a pour objectif de parler aussi aux populations des différents pays, biélorusses comme russes. Donc, ce n'est que normal. Vladimir Poutine en treillis, c'était la première image ce soir à la télévision russe. J'ai mis le journal sur la première chaîne à 21h, c'est l'équivalent du journal de 20h en France. Et donc vous aviez ce sujet. Alors ce qui est assez notable d'ailleurs, c'est que ces derniers jours, je regardais un petit peu la télévision, les journaux papier, et en Russie, vous aviez finalement assez peu de choses consacrées à Zapad 2025, à ces exercices conjoints entre l'armée russe et l'armée biélorusse. Évidemment ce soir, c'était très différent. Sur les 40 minutes que dure le journal télévisé, on avait 10 minutes, à peu près, un peu plus de 10 minutes consacrées à Vladimir Poutine, à cette visite avec moult explosions, drones, avions et chars de combat. Alors c'était 10 minutes consacrées à Vladimir Poutine ou 10 minutes consacrées à Zapad, c'est-à-dire à l'entraînement militaire. Ne mélangez pas les choses. Ça ne passe pas du tout le même message. Parce qu'un 10 minutes consacré à Vladimir Poutine n'envoie pas le même reflet informationnel qu'un 10 minutes consacré à l'entraînement militaire. Dans le premier cas, on va parler de culte de la personnalité. Dans le deuxième cas, on va parler de communication. Assez rare quand même de voir le président russe vêtu comme un militaire. C'est pas tout à fait inédit. Les menteurs! Que c'est assez rare de voir Vladimir Poutine en treillis militaire.
Vous savez pourquoi est-ce que le gars s'est dit qu'il ment? Pour pouvoir amplifier une tension militaire en mode, habituellement Poutine n'est pas comme ça, habituellement Poutine ne s'habille pas en tenue militaire. Mais s'il décide maintenant de s'habiller en tenue militaire, c'est bien la preuve qu'ils sont en train de préparer quelque chose contre l'Europe, contre l'Occident, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous devez comprendre cette mention-là. Voilà la raison pour laquelle il ment. C'est-à-dire, ils doivent maintenir dans l'idée de leurs téléspectateurs que la Russie est agressive et imprévisible. On n'a pas eu l'habitude de voir un Poutine en treillis. Bon, aujourd'hui, il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'expliquais, absolument tout geste venant de la Russie est interprété comme une attaque potentielle, est interprété comme une menace imminente. Vous comprenez donc que le mensonge à ce niveau, c'est un mélange de simplification, d'idéologie anti-russe, que ces gars vendent chaque jour à leurs téléspectateurs et surtout la recherche de l'audience. Le fait de capter l'attention des gens et commencer à stresser les gens sur une menace qu'ils sont entièrement en train de créer. Déjà arrivé en mars dernier, on voyait Vladimir Poutine avec un treillis militaire dans un poste de commandement à course. L'an dernier, en février 2024, là, il était carrément vêtu comme un pilote de l'armée. Et on avait vu le président russe voler à bord d'un bombardier stratégique capable d'emmener la bombe nucléaire. Et tout ça, c'est rare. Tu viens de citer 2 exemples là, déjà, c'est rare. Et à chaque fois dans des contextes militaires où le fait de porter la tenue militaire était justifié, expliqué et parfaitement compréhensible. Mais c'est rare. Il était vraiment avec le masque à oxygène et le casque. Donc on voit vraiment cette mise en scène et cette incarnation du chef suprême encore ce soir. Jérôme, restez avec nous s'il vous plaît quelques minutes, mais réaction là-dessus, notamment, on revoit effectivement un Poutine qu'on avait beaucoup vu dans beaucoup d'accoutrements divers. Mais à Koursk, justement, il en a parlé, Jérôme, c'était assez impressionnant l'année dernière, parce qu'il allait à Koursk à un moment où tous les regards étaient tournés vers lui. Souvenez-vous, les Ukrainiens venaient d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours proposé par le président des États-Unis, et on avait interprété cette apparition de Vladimir Poutine comme un niet, en quelque sorte. Il se présentait avec son treillis, et c'était une manière de dire, mais écoutez, l'alternative, c'est la guerre et je suis prêt à continuer. Donc là, il y a toute une mise en scène, effectivement. Je note au passage qu'il y a eu pas mal de déclarations côté biélorusse qui ne donnent pas exactement les mêmes chiffres. Donc ils n'ont pas forcément accordé leur violon sur la communication sur le sujet. J'aimerais bien que tu nous donnes les déclarations des Biélorusses là, sur les chiffres. Je suis curieux d'entendre ce qu'eux ils ont dit. Parce que tu vas juste émettre le fait qu'il y a un doute et qu'ils ne se sont pas accordés sans donner les chiffres contradictoires pour que nous aussi de notre côté on puisse les vérifier. Hein? Déjà ça c'est dingue. Ensuite, eux-mêmes viennent d'admettre qu'un Poutine habillé en tenue militaire c'est quelque chose d'habituel. Le présentateur l'a dit, cette intervenante l'a dit. Maintenant, et vous comprenez très bien ces mots, le fait que Poutine ait été en tenue militaire a été interprété par eux. Ce n'était pas un message clair, c'était une interprétation de leur part que Poutine disait non. Ce n'était peut-être pas parce que les 30 jours-là allaient servir à réarmer l'Ukraine. Ce n'était certainement pas parce que ça allait permettre de renforcer les lignes arrière ukrainiennes, non. C'était un non parce que le jour où il était habillé en tenue militaire. Voilà. Très fine analyse, hein. Magnifique interprétation. Vous ne pouviez pas faire mieux. Mouais. Est-ce qu'il y a une ivresse de faire peur? On vit un moment où il est en train d'envoyer des drones dans le ciel de la Pologne. Il n'y a pas eu de représailles, à ma connaissance. Non. Zéro représailles. Non. Zéro. Ouais. Mais je pense qu'on a le résultat justement de notre côté erratique, nos hésitations, nos gesticulations, où une fenêtre d'opportunité qui était déjà bien ouverte s'agrandit. Quel drone en Pologne? Lui, je l'avais encore appelé comment hein? J'ai oublié son nom. C'est qui avait le général Lapin. Lui, c'était pas le Castor. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Sur les affaires de drones russes qu'ils ont encore mentionnées, parce qu'ils ont le besoin de vouloir s'accrocher au moindre truc pour alimenter le fantasme, il y a eu de nouvelles informations. Et finalement, voilà. Comme par hasard, on a découvert que ce n'étaient pas des drones russes, mais des drones polonais. Cette histoire de drones tombés en Pologne n'en finit plus de provoquer des remous. La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, des drones ont violé l'espace aérien polonais. L'armée en a battu certains et d'autres se sont écrasés. Les autorités ont au total retrouvé les restes de 17 drones dans différentes régions du pays. Les médias et responsables politiques européens va-t-en-guerre s'étaient alors déchaînés pour pointer du doigt les dégâts causés par ces drones supposément russes, provoquant au passage l'activation de l'article 4 de l'OTAN. La plupart de ces drones félons avaient été retrouvés pour ainsi dire intacts, aucun ne possédant de charge explosive. Mais il y a quand même eu des destructions, notamment cette maison sur la commune de Vyriki,
Or, il se trouve que ce n'est pas un drone qui a frappé ce bâtiment d'habitation, mais bien un missile tiré depuis un avion de chasse de type F-16, d'après ce journal polonais. C'était un missile RR-AIM 120 AMRAAM lancé d'un de nos F-16, dont le système de guidage a eu des problèmes pendant le vol. Voilà qu'ils finissent par avouer. Ils finissent par l'admettre. Ils ont déjà fait tout un scandale et continuent de faire le scandale parce que ça ne s'arrête pas. C'est quand le désordre est créé, comme à chaque fois, qu'ils finissent par l'admettre. Il n'a pas fonctionné. Heureusement, il ne s'est pas allumé et n'a pas explosé car les dispositifs de sécurité du détonateur ont fonctionné. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a bien tenté de noyer le poisson en incombant la responsabilité ultime de ces destructions à la Russie. Les organisateurs de la provocation impliquant un drone, particulièrement la Russie, portent l'entière responsabilité des dégâts causés à une maison à Vyriki. À l'issue de l'enquête, les services concernés informeront le public, le gouvernement et le président de toutes les circonstances de l'incident. On ne touche pas aux soldats polonais. Oui, bien sûr. Mais le président polonais, quant à lui, a exigé des explications de la part de son gouvernement à la suite de ces révélations. Parce qu'on parle quand même d'un gars qui s'est pressé d'aller activer l'article 4 de l'OTAN, qui a fait des mobilisations. Voilà l'armée française qui a envoyé maintenant des chasseurs. Tout le monde s'est mobilisé, l'argent a été dépensé. Oups, c'est un de nos missiles, les gars. Le président attend du gouvernement des explications immédiates concernant l'incident de Vyriki. C'est au gouvernement qu'il incombe d'utiliser tous les instruments et toutes les institutions afin de clarifier cette affaire dans les plus brefs délais. Motif d'inquiétude supplémentaire pour l'Ukraine, ce président polonais a récemment proposé de criminaliser la promotion de l'idéologie et des symboles de Bandera, les qualifiant d'idéologie fasciste ou encore de réduire les aides promises aux réfugiés ukrainiens. De quoi provoquer une réaction épidermique du côté de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la Pologne retourne vite sa veste comme ça? D'ailleurs, on apprend aussi que récemment, la Pologne a demandé à l'Allemagne des réparations pour leur seconde guerre tribale. Le président polonais commence, disons, à ne plus tout à fait dire ce qu'il faut. On observe comme un retournement. C'est-à-dire que les dispositions ne sont plus pro-ukrainiennes, mais anti-ukrainiennes. Ce nouvel épisode souligne la nécessité de prendre son temps, analyser les faits avant de tirer des conclusions trop hâtives. Et montre aussi cette irritation grandissante entre deux pays voisins aux relations compliquées. Je vous assure que ce n'est pas à l'Occident que vous allez suggérer d'apprendre à vérifier avant de faire des affirmations, non. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est ce qui va dans leur sens. Si ça ne va pas dans leur sens, ça ne les intéresse pas. Voilà. Je vous donne un secret que vous devez appliquer constamment. Donc ça ne sert même à rien de vouloir leur donner des leçons. Ils ne vont rien entendre, rien comprendre. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de problème en Pologne sans accusation contre la Russie. Les autorités polonaises ont confirmé que c'est un missile lancé depuis un chasseur polonais et non pas un drone qui a endommagé une maison d'habitation dans le village de Vyriki dans la nuit du 10 septembre. Tout indique que c'était un missile lancé par notre avion pour protéger la Pologne, notre patrie et ses citoyens. Protéger la Pologne de qui? Les militaires ont déclaré qu'ils couvriraient ces pertes. Mais selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, c'est toujours la faute de la Russie. Avant tout, il faut clairement comprendre la situation dans laquelle se trouve le monde, notre région et la Pologne. C'est sérieux. Toutes les institutions publiques et tous les hommes politiques doivent être conscients qu'il peut y avoir des situations entraînant des pertes. Cela n'annule en aucun cas la responsabilité de l'agresseur et des attaquants. Si notre maison est attaquée et que nous endommageons quelque chose à l'intérieur en la défendant, cela ne change pas le fait que nous continuerons à la défendre et que toute la responsabilité incomberait à l'attaquant, à l'agresseur. Le principal problème avec ça, c'est que la seule preuve que vous aviez à présenter pour accuser l'agresseur, c'est un truc que vous avez vous-même créé. L'attaquant dont vous êtes en train de parler là n'existe pas. Sinon, vous auriez déjà pléthore de preuves pour démontrer qu'effectivement, c'est lui l'attaquant. Je ne sais pas s'il comprend même le problème. Parce que dans cette volonté de vouloir toujours avoir un ennemi clairement désigné, peut-être même qu'il y a des ennemis en interne qu'il oublie de voir. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est ce qui confirme que la Russie, c'est leur ennemi. En fait, c'est ça le truc. Peut-être que l'ennemi maintenant, c'est l'état-major. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que l'ennemi, c'est le pilote là qui a tiré. Parce que je ne comprends même pas d'ailleurs. Qu'un missile dévié et consort, ça crée tout le tollé que ça crée là. Et c'est seulement 5 jours plus tard que la vérité sort. Vous ne voyez pas que c'est quand même dangereux? Vous ne voyez pas qu'il y a quand même un problème très grave au niveau de la communication? Rappelons que le 10 septembre, Donald Tusk a affirmé que des drones présentant un danger avaient été abattus au-dessus du territoire du pays.
Il a affirmé que 19 drones avaient franchi la frontière et a imputé sans fondement l'incident à Moscou. Comme l'a déclaré le ministère russe de la Défense, les militaires russes avaient lancé une frappe massive contre des installations du complexe militaire-industriel ukrainien. Aucune cible en Pologne n'a été visée. Le ministère s'est toutefois dit être prêt à des consultations avec ses homologues polonais à ce sujet. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, l'incident avec les drones en Pologne est une provocation qui profite à Kiev et à Varsovie. Nous comprenons clairement que ce qui a eu lieu sur le territoire polonais est une provocation à laquelle seul le régime ukrainien a intérêt. Peut-être aussi, en partie, la Pologne, qui espère soutirer plus d'argent, d'attention et d'armement, tant en Pologne qu'en Ukraine. Ah ça, c'est si clair, vraiment extrêmement clair. Ce n'est pas pour rien que l'Ukraine s'est d'ailleurs empressée de soutenir que oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que ces derniers temps, de nombreux faits révèlent que la Pologne cherche l'escalade avec la Russie. Voici par exemple la déclaration du président polonais qui déclare que son pays est ouvert au déploiement d'armes nucléaires étrangères. Moi, en tant que président de la République de Pologne, je pense que la Pologne devrait faire partie du partage nucléaire. Elle devrait avoir ses propres capacités nucléaires, énergétiques, civiles et militaires. Les pays alliés de la Pologne, pays membres de l'OTAN, sont heureux de suivre l'exemple de Varsovie et sous prétexte d'une menace russe, commencent à annoncer des projets d'achat d'armes de précision à longue portée pour combattre la Russie. Donc, la Pologne a le droit de légitimer sa peur sur la base de rien et parler de déploiement d'armes atomiques, d'armes nucléaires. Mais l'Iran n'a pas le droit. Bref, aucun autre pays de la Terre n'a le droit. Parce que ces pays-là, bien évidemment, ne font pas partie du bloc occidental, n'est-ce pas? Faites. Nous ne voulons ni conflit, ni guerre avec la Russie. Personne en Europe ne le veut. La Russie est le seul agresseur. Les mots ne nous défendront pas. Seul le dialogue et la diplomatie permettent de se défendre. Ce ne sont pas les mots d'une personne qui ne veut pas la guerre. Hein. Parce que tu ne peux pas finir d'aligner tout ce que tu viens de dire là. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Après, tu enchaînes une fois en disant la Russie est le seul agresseur. Bah, si c'est le seul agresseur, mobilisez-vous alors et allez le calmer, on voit. La Russie a montré plusieurs fois qu'elle voulait un conflit. Elle a besoin d'une théorie de la guerre. Si nous ne nous défendons pas et ne... Accusez les autres de ce que vous êtes et accusez les autres de ce que vous faites. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on approfondisse ce qu'elle vient de dire. Mais au sujet de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a constamment besoin de la guerre pour pouvoir continuer de survivre. Petit rappel historique, c'est que l'OTAN est créée en 1949 pour contrer l'URSS et tout le bloc communiste. Sa légitimité repose donc sur une seule idée, c'est qu'il existe une menace extérieure et permanente. Vous voyez un peu le truc ? Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a pas de conflit majeur en Europe qui justifie son existence de manière réelle et évidente. Rien. C'est pour ça que l'OTAN doit donc constamment créer et amplifier la perception de la menace pour pouvoir continuer d'exister et de recevoir un budget militaire. Et maintenant, cette perception se nourrit de quoi? De rumeurs, de scénarios, de crises. Par exemple, Vladimir Poutine s'habille en treillis militaire, ça veut dire que la guerre commence demain matin. Ça se nourrit aussi d'exercices militaires impressionnants, de discours médiatiques. Et tout cela, c'est une rhétorique de guerre. L'OTAN est constamment en train d'utiliser des scénarios stratégiques, des doctrines et des simulations pour pouvoir planifier des interventions potentielles. Toutes leurs différentes théories sont souvent exagérées dans les médias pour pouvoir montrer la puissance de l'alliance et la menace russe ou toute autre menace. Ça peut être la Chine, ça a été la Libye à une époque et j'en passe. Et il faut être clair, sans toute cette théorie, il serait difficile pour l'OTAN de justifier les dépenses massives. Ce serait difficile pour l'OTAN de justifier les bases militaires à l'étranger et l'élargissement de l'OTAN vers de nouveaux pays, en l'occurrence ici, l'Est de l'Europe. Vous devez comprendre profondément qu'une organisation militaire a besoin d'un ennemi pour prouver sa raison d'être. Donc, toute tension, image ou événement russe, comme Poutine en uniforme militaire, des exercices militaires russes, chinois et j'en passe, devient une arme narrative pour l'OTAN. La dernière fois, c'était la menace chinoise arrive, tout simplement parce qu'il y a eu un défilé militaire en Chine. Pour eux, c'est parfait. C'est en mode, voilà, les voilà qui arrivent. Donc, on doit rester unis et forts et indivisibles. Et donc, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je dis que leur travail, c'est simplement d'accuser les autres de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Voilà. Parce que ce dont elle est en train d'accuser la Russie ici, factuellement, ce n'est que l'OTAN qui a besoin de ça pour survivre. Faisons pas tout ce qui est nécessaire, nous deviendrons en un instant une proie facile. Vous entendez, non? C'est exactement ce que je disais. La preuve en image. Et nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons maintenant vise à éviter la guerre. C'est pourquoi il est important d'acheter ces armes et de changer le cap de la politique de défense danoise. Je ne sais pas si les Danois soutiendront cette décision, mais mon devoir est de prendre soin du Danemark. Et nous pensons que sans cet achat, nous ne pourrons pas le faire. Ce n'est pas
C'est-à-dire qu'elle a tellement bien démontré ce que j'essayais d'expliquer. Il n'y a pas meilleure démonstration. C'était parfait. Et nous pensons que sans cet achat, nous ne pourrons pas le faire. Ce n'est pas la première fois que Varsovie accuse sans fondement Moscou de violer son espace aérien. Fin 2022, des obus sont tombés près de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, tuant 2 personnes. Les autorités locales ont d'abord affirmé que les munitions étaient de fabrication russe. Le président de l'époque, Andrzej Duda, a ensuite reconnu qu'elle appartenait très probablement aux forces ukrainiennes. Selon des experts, des photos de la scène montraient des fragments d'un missile ukrainien S-300. Fermeture par Varsovie de la frontière biélorusse-polonaise sous prétexte des exercices militaires russo-biélorusses ZAP 2025. Exercices militaires des pays de l'OTAN sur le territoire polonais et déclaration anti-russe des autorités polonaises. S'agit-il d'une initiative de Varsovie ou de l'escalade croissante entre l'OTAN et Moscou à l'initiative du premier? Une nouvelle fois. Vous voyez donc que la rhétorique militaire ne s'arrête jamais. Parce qu'ils vont s'accrocher sur le moindre petit élément, qu'il soit vrai ou faux, qu'il soit créé par eux ou quelqu'un d'autre. Ils vont s'accrocher sur le moindre petit élément et caler dessus comme ça. Il est en train d'envoyer des drones dans le ciel de la Pologne. Il n'y a pas eu de représailles, à ma connaissance. Non. 0 représailles. Non. 0. Ouais, mais je pense qu'on a le résultat justement de notre côté erratique, nos hésitations, nos gesticulations, où une fenêtre d'opportunité qui était déjà bien ouverte s'agrandit, et avec ces sbires, ils décident, ben on y va, et je vais revêtir l'uniforme militaire, histoire de leur montrer qui c'est le patron. Il y a une jubilation. Non seulement imaginons dans l'autre sens, si des drones européens, on ne parle pas de drones ukrainiens, ils sont en guerre, c'est normal, mais si des drones européens étaient entrés, avaient fait 300 km en Russie, je ne pense pas que... nucléaire. Il nous ferait des menaces nucléaires. Oui, ça c'est sûr. Mais il ne serait pas au minimum. Il serait pas venu se balader. Il vous aurait d'abord prouvé que ce sont bien des drones européens. Et après, ils auraient répondu. Pas avant. Parce que c'est important de savoir qui il faut punir. Et le gars dit si, comme s'ils ne sont pas parfaitement au courant qu'aucun de ces drones n'était russe. En fait, je réalise même que ces gars sont très intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent le flou réel sur la provenance des drones qu'on attribue faussement aux Russes. Vous voyez? Donc forcément, comme ce ne sont pas des drones russes, c'est normal que l'OTAN ne réagisse pas factuellement. Nous avons l'intervenant qui dit que voilà, c'est parce que l'Europe n'a pas l'habitude d'intervenir, l'Europe est un peu mollo, l'Europe est un peu mou, un peu flasque, voilà, et j'en passe. Mais factuellement, si l'OTAN devait intervenir, si c'était une réelle violation du territoire de l'OTAN, vous pensez que ce serait juste un truc qui serait passé crème? C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas le cas. Mais pour pouvoir alimenter leur propagande, pour pouvoir alimenter leur psychose, ils disent que, ok, envisageons le scénario inverse. Sauf que dans le scénario inverse, il serait avéré que ça allait être des drones d'Europe. Donc, ça allait justifier la réponse, quelle qu'elle soit. Les Américains nous disent, et vous aussi, si c'était aux États-Unis, jamais les Américains n'auraient été aussi mous dans la réaction. Il y aurait eu un feu d'artifice. Il y aurait eu une réaction très visuelle. Il y aurait eu un prix. Non, mais j'y réfléchis à cette question. C'est-à-dire que vous dites aux Russes, écoutez, c'est très simple, pour chaque drone que vous faites rentrer dans notre espace aérien, c'est $1 milliard de dommages de votre côté. Et s'ils disaient qu'ils ne payent pas, vous allez faire quoi? C'est-à-dire que les gars, ils se pensent dans un univers, je ne sais même pas comment décrire l'univers là. Ils disent qu'ils ne payent pas. Parce que la première chose, c'est prouve-nous que ce sont des drones russes. Ce que vous n'allez pas réussir à faire, donc ils ne payent pas. Et admettons même, ce sont des drones russes, ils disent qu'ils ne payent pas, vous allez faire quoi? Vous allez déclencher la guerre, mais guerroyer. Et donc vous chiffrez ça fait 19 milliards, vous identifiez des cibles, il n'y a eu aucune victime civile et militaire fort heureusement sur le territoire européen et otanien suite à ces intrusions, donc vous leur annoncez ce que vous allez détruire. Et comme ça, c'est voilà, et vous procédez de la sorte. Donc vous prenez l'argent, vous détruisez aussi quelque chose. Oh, le paternalisme. Il fallait même que ce soit des drones russes. J'aurais aimé voir ça. Non, j'aurais aimé voir ce qu'ils allaient faire. Il fallait que ce soit des drones russes. C'est dommage. Et vous dites, voilà, c'est le tarif, c'est 1 milliard par drone qui rentre. Si vous n'instaurez pas ce rapport de force, ben vous avez, alors j'ouvre une petite parenthèse, pour moi il y a quand même un effet Zelensky, parce que qui s'habille en treillis, en tenue militaire depuis le début du conflit, c'est le président ukrainien qu'on a entendu tout à l'heure. Pour parler de rapport de force, quand tu évoquais le fait d'instaurer un rapport de force, pour instaurer un rapport de force, il faudrait que vous ayez la force. C'est-à-dire, il faudrait que vous ayez les capacités militaires de pouvoir mettre à genoux la Russie, donc que la Russie estime que de risquer la guerre contre vous, autant mieux payer les 19 milliards. Sauf que vous n'êtes pas dans ce rapport de force-là. Donc, ça ne va pas marcher. Vous avez essayé d'imposer un rapport de force via des sanctions, ça n'a pas marché. Militairement, ça va encore moins marcher. Ça, c'est deux. Ensuite, vous voulez comparer Zelensky
à Vladimir Poutine. Au moins, ils reconnaissent quelque chose. Zelensky, entrée militaire, est complètement ridicule. Au moins, ça, ils l'ont reconnu. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'ils essaient de faire comme si Poutine était tout le temps en tenue militaire, alors que non. C'est une occasion spécifique qui demande un habillement spécifique. C'est un peu comme si on se plaint que je vais me laver sans habits. On voulait que je me lave avec des habits. Là, ils sont en train de se plaindre que le chef des armées d'un pays s'habille dans la tenue de l'armée de son pays pour participer aux exercices de l'armée de son pays. C'est comme si on me reprochait d'être corporate quand je vais au travail. On me reprochait d'être décontracté quand je vais manger avec mes amis. On me reprochait d'être élégant quand je vais à une soirée de gala. Je sais pas. Comment vous pouvez reprocher à une personne de porter l'habit qui sied à l'environnement où il va, où il est? Au moins, ils ont reconnu que Zelensky était ridicule en tenue militaire. Ah, vraiment. Il était tellement ridicule qu'à un moment donné, Donald Trump a dû lui faire comprendre que, gars, la prochaine fois quand tu arrives ici, quand tu arrives dans certains événements, on ne peut plus te voir entrer militaire. C'est quoi avec ton t-shirt vert? Donc il y a une part d'ironie, de jubilation de la part de Vladimir Poutine, qui effectivement se déplace personnellement pour venir à la fois narguer, mais aussi, pense-t-il et espère-t-il, continuer de nous faire peur avec cette démonstration. Un gars qui s'habille en tenue militaire pour assister à des exercices militaires dans son pays, s'habille en tenue militaire pour vous narguer. Pourquoi est-ce que l'Europe se pense le centre du monde? Je ne vais pas répondre à la question là. Je peux développer, mais je ne vais pas répondre à la question là. Je veux par cette question juste que vous réalisiez à quel point ces gens se pensent pour le centre du monde. Parce que factuellement, aucun d'entre nous n'aurait vu ça et aurait dit Poutine s'adresse à nous. On est d'accord, non? Mais eux, ils y arrivent. Et ils y arrivent avec tellement de brio qu'ils en font des émissions. Et ces émissions-là sont likées par plus de 1600 personnes qui disent que c'est vrai. Vous parliez d'ivresse. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait une ivresse, qu'on soit dans l'absence de contrôle. On est dans le prolongement de régulièrement. On fait de la démonstration de force. On envoie des chiffres peu ou prou vérifiables, mais avec les exercices militaires s'y prêtent particulièrement. Le cas de Zapad, de cette itération de Zapad l'est, mais comme l'avaient pu l'être d'autres. Et à chaque fois, on va être sur ce test. On envoie quelque chose, on regarde la réaction et en fonction du résultat de ce test-là, on repousse encore un tout petit peu cette ligne-là. Alors, une fois de plus, c'est exactement ce que vous faites, mais vous attribuez ça à la Russie, qui, dans cette affaire, ne fait que se défendre de vous. Zapad, on est quand même sur l'Ouest. On est là dans une approche où, quand on relie un peu les différents discours, c'est quelque part, voilà, nous sommes sur une guerre qui n'est pas que l'Ukraine. D'ailleurs, il balaye un petit peu le sujet ukrainien dans les dernières déclarations sur Zapad. On est beaucoup plus sur une échelle otanienne et occidentale, avec un petit focus européen quand même, que l'on comprendra, et qui est, mais quand la Russie sera... Mais quand tu dis otanienne occidentale, vous êtes déjà inclus là-dedans. L'Europe est déjà dans ça. Tu précises encore l'Europe, pourquoi c'est pas nécessaire? Lassé en fin de compte de vos rodomontades, vous allez voir ce que vous allez voir. On est beaucoup plus dans cette approche-là, pour moi, qui s'accompagne effectivement des survols que l'on a vus de drones, et une erreur d'une telle importance, on peut légitimement douter. On n'en est clairement pas là. L'intimidation. Bien sûr. Et on est sur de l'intimidation et on est sur du test. Et il y a une autre question peut-être pour rebondir sur... C'est que je suis en train d'être dépassé. Je secoue la tête depuis là, c'est parce que je suis dépassé. Autant de bavardage, autant de théories, autant d'affabulation sur le fait qu'un chef d'État s'habille en tenue militaire pour assister à des exercices militaires dans son pays. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Non, c'est trop fort. C'est-à-dire, ces gars, ils se prennent pour le centre de l'univers. L'univers tourne autour d'eux dans leur esprit. Non, c'est fort. Jusqu'à en faire des débats, faire intervenir des gens qui parlent, qui déblatèrent conneries sur conneries, qui déblatèrent bêtises sur bêtises, et enchaînent et surenchérissent, jusqu'à dire qu'ils vont poser des questions. Pose un peu la question. Sur le feu d'artifice qui était évoqué, c'est oui, quelle est la réaction? Est-ce qu'on est capable d'avoir une réaction qui est rapide, qui est robuste, qui est crédible dans la durée? Et ça pose aussi une autre... Là, on a la réponse, c'est non. Réagissez. Mais ça, au-delà de ça, non. Effectivement, vous avez la réponse, c'est non. Mais ça aurait été intéressant. Il fallait un peu réagir. Que sur la base d'aucune preuve, vous attaquiez militairement la Russie, donc vous lanciez des missiles en Russie. N'est-ce pas, on aurait aimé voir ça. On aurait tous aimé voir ça. Non, mais clairement, dans un avenir proche, voilà, je ne peux pas refaire le passé. La prochaine fois. Dans quel avenir proche, les 10 prochaines années, le temps que l'industrie militaire de l'Europe
se remettre en marche. De quoi est-ce que vous parlez? On peut difficilement faire le passé, mais on pourrait même aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à penser sur des formats type Sky Shield, mais qui soient aussi plus économiques, que ce soit par du filet drone ou autre, puisque le coût que l'on aurait d'heures de vol par rapport à un drone de qualité moyenne, mais là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez les Russes qui regardent cette émission et qui entendent qu'on dit on aimerait, on pourrait, on devrait. Je suis sûr que les Russes ne regardent pas cette émission, tellement ils sont fatigués. Je suis certain que les Russes ne regardent pas ça, mais ils envisagent pourquoi? Parce que eux, sûr qu'ils dorment sur les émissions de la Russie, surtout quand ça parle de la France. Prochaine fois. Et comme vous dites, les Turcs, quand ils ont été touchés dans l'espace aérien, ils ont tiré tout de suite. Les Américains, rappelez-vous, quand il y a eu les ballons chinois ou prétendument chinois dans leur espace, il y a eu une espèce d'ébullition immédiate. Vous avez un bataillon de Wagner qui s'est approché d'une position de Marines en Syrie. Le bataillon Wagner a été atomisé. Disparu en feu. Et c'est le problème. On fait du test. C'est transformé en son lumière. Et est-ce que vous sentez, Jérôme Garraud, vous êtes à Moscou, est-ce qu'on sent dans la propagande russe, dans les médias russes, cette espèce de moment où Poutine gonfle un peu les pectoraux? Écoutez, pour ce soir, on voit Vladimir Poutine dans ce rôle de commandant. Encore, il n'a pas répondu à la question. On a posé une question totale et toi, tu ne réponds pas par oui ou par non. Il faut d'abord dire oui avant d'argumenter ou non avant d'argumenter. Il y a les métiers que moi, je ne peux pas faire. Ce genre de métier, par exemple, il faut tout le temps contourner. Ça va me fatiguer. En chef suprême, mais si on, c'est un petit peu, c'est pas facile de se rendre compte de ça quand on n'est pas en Russie, mais quand vous êtes dans ce pays, en général, il est plutôt présenté, je vais pas dire comme un fonctionnaire, mais plutôt comme un gestionnaire. Et toute l'année, vous voyez Vladimir Poutine, en fait, à la télévision, en train de régler dans des commissions économiques, parfois assez pointues, des soucis techniques. On le voit faire un tour de Russie, voir les... Mais c'est normal, à l'intérieur de son pays, c'est un gestionnaire. Pour son pays, c'est un président. Il administre le pays, c'est littéralement ça son travail. C'est le chef des administrateurs du pays. Maintenant, pour vous, le reste du monde, il doit être un danger militaire brutal. Sinon, vous n'avez pas peur de la Russie. Le truc, c'est que le CEO d'un pays, le chef d'un pays, doit incarner le pays dans toutes ses dimensions. Donc, le moment où il doit porter la terreur pour pouvoir désactiver les ennemis, il le fait sans problème. Donc, le fait qu'il soit présenté en interne comme étant un administrateur, ce n'est que normal. Son objectif, ce n'est pas de faire peur à sa population, c'est de vous faire peur à vous. Les différents gouverneurs, à la fin de l'année, dans son émission phare, vous savez, qui s'appelle Ligne directe avec Vladimir Poutine, il répond à des questions qui ont été triées, des questions envoyées par les Russes directement à leur président, et vous avez quasiment Vladimir Poutine en train de répondre à une babouchka qui a des problèmes de nid de poule sur sa route, et lui est en train de régler tout ça. Donc c'est pas non plus qu'un chef de guerre en Russie, il n'est pas présenté que comme ça, loin s'en faut. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Le show Poutine, espèce de show, alors il a son... Qu'est-ce qu'il a, vous qui êtes le militaire ici Oui, le show Poutine, le show. Il fait son show, son espèce de show. Bref, ça me fait toujours sourire de débunker ces gars. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.